Alors, je suis Canadien, né à Montréal, dans la province de Québec, qui est bilingue. C'est pour ça que je parle un peu français. Et j'ai fait un bachelor à McGill. Et après ça, j'étais à Paris. J'ai étudié en Sciences Po, mais comme auditeur seulement. Et après ça, à Oxford, et je suis revenu au Canada pour avoir mon doctorat en sciences politiques. Mais ma thèse, c'était sur les idées politiques de T.S. Eliot. Alors, j'ai eu une carrière double, que j'ai été poète tout en étant universitaire. Euh, j'ai enseigné la science politique pour une année. Après ça, je suis entré dans le service des affaires extérieures du Canada. J'ai assisté aux conférences des Nations Unies et aussi 2 années à l'ambassade canadienne à Varsovie, en Pologne. Et après ça, je me suis démissionné et je suis arrivé ici pour 34 ans. J'ai enseigné anglais à l'Université de Californie à Berkeley. Et c'est là où je suis entré dans la lutte anti-guerre contre la guerre de Vietnam. Et j'ai écrit très peu sur mes spécialités académiques, mais j'ai écrit sur la guerre de Vietnam. Et ça m'a intéressé dans la politique coverte, secrète des États-Unis. Et vous savez bien que j'ai écrit des volumes dont 2 ont été traduits en français. Alors, le terme État profond, Deep State, ce n'est pas une invention de moi-même. J'ai inventé la phrase Deep Politics, la politique profonde. Mais le terme Deep State, ça vient de la Turquie. Et là, il y avait un exemple parfait parce qu'il y avait en effet 2 gouvernements, le gouvernement public et aussi un gouvernement secret qui était organisé par les services d'intelligence assistés par le CIA américain. Ça commence, je crois, dans les années 80 du siècle passé, mais le terme a été inventé, je crois, après 1996, parce qu'il y avait un accident en Turquie et 4 gens sont morts, dont une était un meurtrier qu'on cherchait, un autre était un genre des services d'intelligence. Et à ce moment-là, on a inventé en turc la phrase Deep State, Gevli Devlet. Et là, dans la Turquie et aussi la Colombie, par exemple, peut-être aussi un peu l'Italie, il y a des structures parallèles. Et c'est cette structure parallèle qu'on appelle le Deep State, l'État profond. Aux États-Unis, et comme en France d'ailleurs, c'est un peu différent. Il ne s'agit pas simplement d'une structure puissante, mais un mélange, un milieu. Il y a plusieurs structures. Et en France, vous avez eu les barbouzes à l'époque de De Gaulle, le OAS qui luttait contre les barbouzes. Et aux États-Unis, nous avons un système même plus compliqué. Je parle plutôt ce n'est pas une structure, c'est plutôt un milieu dont il y a, par exemple, toutes euh, qu'est-ce qu'on dit, les choses supportées par le CIA. Il y a le mafia, il y a les grandes corporations ont leur propre service d'intelligence dont ils ont besoin dans le tiers-monde. Et c'est très difficile. Je ne suis pas à l'aise de parler d'un État profond aux États-Unis, mais à la fois c'est un terme nécessaire parce que l'idée d'un État contemporain, comme défini par Max Weber, c'est
L'État, c'est un organisme qui possède la monopolie de puissance, de violence. Mais évidemment, ce n'est pas la fête. Toujours, il y a des gangs criminels et des choses comme ça. Il y a ce surplus, cet encombre de pouvoir qui n'est pas sous l'État. Et quand cela s'organise dans un milieu, vous avez un milieu que j'appelle le Deep State, comme par exemple quand le président Kennedy a été tué, assassiné. Il n'a pas été assassiné par l'État, il était l'État. Il a été assassiné par une force extérieure dont, assurément, il y avait des éléments qui étaient dans le gouvernement, et moi je dirais, j'ajouterais, dans le CIA et dans les services militaires, mais c'est une force extérieure pas très bien défini et j'appelle ça l'état profond. L'exemple le plus grand et la raison pour laquelle j'ai écrit le premier bouquin, c'est le 11 septembre. Nous disons le 9/11, est-ce que vous dites 11/9? 11 septembre. Bon. Et je ne sais pas qui sont des auteurs du crime, mais je suis certain que le gouvernement actuel, non seulement l'administration de Bush, mais aussi l'administration d'Obama, ils ont menti là-dessus. Ils ont donné une explication qui est fausse et on peut démontrer que dans plusieurs aspects que c'est une cover-up. Est-ce qu'on dit couverture alors? Ils ont menti, même les gérants de la commission le 11 septembre ont admis que les représentants du gouvernement ont menti à leur commission qui était établie par l'État. Alors c'est un exemple extraordinaire d'une action. Et j'ai des copains qui disent tout simple que c'était un crime commis par le gouvernement, par l'administration Bush. Et moi, je cherche et je vois il y a des éléments dans le crime qui proviennent d'ailleurs et même peut-être d'un autre pays. C'est très compliqué. On ne peut pas en parler facilement, mais de définir la différence entre un crime d'État et un crime contre l'État, je me sers de cette idée assez nébuleuse de l'État profond. COG, c'est un terme technique à Washington pour la planification pour ce continuity of government, la continuité du gouvernement. Et c'est dans une situation où il y a eu une attaque extérieure. Les projets ont commencé dans les années 1950. On attendait une attaque nucléaire de l'Union soviétique qui n'est jamais arrivée, heureusement. Et dans cette planification, ils avaient peur que le gouvernement serait décapité, qu'il perdrait à la fois le président, le vice-président, le Congrès. Il n'y aurait plus de chef. Alors, le premier élément dans la planification, c'était d'avoir un plan, d'être préparé avec un second gouvernement. And ever since the Cold War, the federal government has had an elaborate plan to keep the government running if the Soviets ever attacked Washington. Over a year ago, I spoke with then-President Clinton's counterterrorism czar, Dick Clark, who has the same job today under President Bush. He told us that when the Cold War ended, they decided to hold on to that plan to keep the government running. We have developed a new program so that the federal government's emergency capabilities will continue to operate, even if Washington doesn't. So tell us what kind of operation you have up and running, or at least ready to be operational.
As soon as Washington goes down, the Pentagon, the Justice Department, the FBI, the Coast Guard, all of the key agencies of the U.S. government devolve power to other centers, some secret locations, some urban centers elsewhere. But we have a plan, we have trained people, we exercise it regularly, that if Washington isn't around, the U.S. government continues. So is there a shadow Treasury Department somewhere right now? For every one of our major departments, there's a shadow department somewhere right now. Et il y avait aussi des autres éléments. Il y a trois les plus sérieux. D'abord pour détention sans mandat immédiat, même des milliers de gens. Ils ont planifié pour ça. Ils ont fait des dispositions pour cela. Et aussi de surveillance sans mandat. Et troisièmement, une espèce de gouvernement militaire dans les États-Unis même. Ces trois éléments étaient... nous avons des documents des années 50, des années 1980. Et ces trois éléments, tout cela, ce COG, a été, comment on dit, mis en œuvre le jour même du 11 septembre, avant 10 heures du matin, c'est-à-dire avant la chute du 4e avion. Ils ont mis en œuvre le COG et nous ne savons pas tous les détails, mais c'est évident que les trois éléments dont j'ai parlé, d'abord des détentions, on a vu subitement la détention de plusieurs musulmans, y inclut des citoyens américains, tout de suite après le 11 septembre. Et deuxièmement, la surveillance sans mandat, nous l'avons toujours, même ils ont changé de droit maintenant, c'est parti du droit. C'est contre le principe du 4e amendement à la Constitution américaine, c'est de garantir la liberté, le droit de la vie privée. Et il y avait une loi avant, si on voulait avoir une surveillance secrète, il fallait avoir un mandat d'une cour, une cour spéciale. Maintenant, ça c'est terminé, ils ont changé le droit. President Obama, on New Year's Eve, signed the National Defense Authorization Act. Gee, I wonder why he did it then. Section 1021 essentially codifies into law the very dubious claim to indefinitely detain American citizens without access to legal representation or due process of law. Section 1021 provides for the possibility of the U.S. military acting as a kind of police force on U.S. soil, apprehending terror suspects, including Americans, and whisking them off to an undisclosed location indefinitely. No right to attorney, no right to trial, no day in court. Et puis enfin, ce n'est pas tout à fait vrai que nous sommes dans un gouvernement militaire aux États-Unis, mais il y a eu un changement énorme dont je parle dans mon bouquin, c'est-à-dire que l'armée américaine qui a des postes pour postes de commande pour l'Afrique, pour l'Asie centrale, pour l'Asie à l'Est. Ils ont maintenant une commande pour l'Amérique du Nord. Et ça veut dire que l'armée maintenant participe dans les projets de surveillance, les projets de maintenance d'ordre, tout ça. Nous avons des lois aux États-Unis qui interdisent l'emploi de l'armée pour long terme, seulement pour les cas d'urgence, pas pour long terme. C'était une loi passée après la guerre civile et la fin de l'occupation du Sud par l'armée américaine.
Mais maintenant, ces lois ils sont dépassés par des nouvelles lois qui prévoient que l'armée américaine est partie de le maintien d'ordre dans les États-Unis. Et tout ça s'est changé, comme j'ai dit, pas seulement le jour même en septembre, mais même dans les 2 premières heures avant la chute du dernier avion. Et ce que je dois ajouter, que toutes ces planifications avaient été terminées après Watergate et la crise de Nixon parce qu'on se méfiait du gouvernement. On a terminé tout ça. Mais après l'élection de Reagan, en 1982, on a rétabli la planification d'une façon très secrète, avec un très grand budget. Et dans la planification, 2 des types qui étaient au centre étaient Donald Rumsfeld et Dick Cheney. C'est extraordinaire que ces gens ils avaient planifié ça pendant 20 ans. Et dans ce temps-là, Rumsfeld n'était pas dans le gouvernement du tout. Et dans les années 1990, Cheney n'était pas dans le gouvernement non plus. Tous les 2, ils étaient chefs des grandes corporations, mais ils ont planifié la suspension de la Constitution américaine. Ils avaient le droit pour faire ça donné par Reagan. Et enfin, ce sont eux qui étaient au pouvoir le jour même parce qu'un des éléments, c'était de ne pas avoir le président, le vice-président dans la même ville. C'est pour cela que Bush a passé cette journée extraordinaire dans l'histoire des États-Unis. Le président n'était pas à sa poste. Il était poussé ailleurs par les conditions du COJ. Alors, je trouve ça, on ne peut pas parler du 11 septembre sans parler de COJ et vice-versa. COJ, c'est un élément constitutif du crise du 11 septembre. Le Patriot Act a mis en loi le premier Patriot Act, je devine, je ne peux pas garantir, mais c'est un acte de 1000 pages qui s'est produit tout de suite presque, moins de 2 semaines après le 11 septembre. Moi, je suis assez certain que ça provient du planification du groupe de COJ. Et je dois ajouter aussi que Cheney, le jour même du 11 septembre, c'était Cheney au centre de pouvoir et Bush ailleurs, à Louisiane et puis Nebraska. Mais après ça, c'est Cheney qui s'est retiré une partie des plans, à savoir des centres de gouvernement supplémentaires dans les montagnes creuses, des grands bâtiments en béton qui étaient au milieu des montagnes qui avaient été creusées dans les années 50. Et Cheney est resté là pour, je crois, 90 jours avec... il y avait presque 100 gens qui étaient là. Ce qu'ils faisaient, nous ne savons pas. Mais tout de suite, il y a ce Patriot Act. Et il fallait ajouter que le Patriot Act s'est passé avec l'aide d'une crise d'anthrax et qui était supposée de provenir des musulmans ailleurs. Mais on sait très bien maintenant que cet anthrax était un produit des laboratoires militaires aux États-Unis. The letters that were sent out appeared to be from Muslim terrorists, saying phrases like "death to America," "death to Israel," "Allah is great."
However, soon after the attacks occurred, the government acknowledged that al-Qaeda was no longer a suspect because the anthrax was in fact a highly weaponized military grade that could have only come from 2 biodefense facilities in the U.S., Dugway in Utah or Fort Detrick in Maryland. But, of course, that didn't stop the Bush administration from continuing to peddle the propaganda that it was perpetrated by Muslim terrorists. J'en parle parce que les démocrates dans le Congrès, dans le Sénat, où on faisait débat là-dessus, ils se méfiaient de cet acte. Et puis, il y avait le chef du Parti démocrate dans le Sénat, et puis aussi le chef de la commission qui s'occupait de l'acte patriote. Ils ont été attaqués, pas eux personnellement, mais des enveloppes sont arrivées adressées à eux, et ça a changé leur opinion, et tout de suite ils se sont accordés pour passer ce Patriot Act. Alors oui, c'est une bonne question. Le Patriot Act fait partie de ce phénomène du 11 septembre COG. On peut pas, il n'y a pas des preuves. Mais d'où provient un acte de 1000 pages? Il n'y avait aucun membre du Congrès qui avait le temps pour le lire. Mais assurez pas pour le considérer et pour avoir un débat efficace. C'est comme ça se rappelle la résolution du Tonkin Gulf qui s'est produit tout de suite après l'incident du Golfe de Tonkin en 1964, qui était la base pour la guerre du Vietnam. En août 64, la CIA monte une fausse attaque nord-vietnamienne contre un navire de guerre américain dans le golfe du Tonkin. Avec cette agression fabriquée de toutes pièces, Johnson a enfin un prétexte pour multiplier par 10 le nombre de soldats américains qui combattent en Asie du Sud-Est et commencer ses bombardements contre le Vietnam du Nord. The United States destroyer Maddox was attacked on the high seas in the Gulf of Tonkin. The attacks were deliberate. The attacks were unprovoked. Ce fut probablement une fausse attaque qui sans doute n'a-t-elle jamais existé. Et que le président Johnson avait dans sa poche pour 4 mois en attendant une crise comme le golfe de Tonkin, une crise artificielle, et ce que j'appelle un événement profond, c'est-à-dire nous ne savons pas toutes les faits au moment, et le 9/11, et ça produit le Patriot Act, c'est une deuxième occasion. Ma théorie de l'histoire, c'est que ces événements profonds comme l'assassinat du Kennedy, comme cet incident dans le golfe de Tonkin, et puis le 11 septembre, ils font une partie fondamentale de notre histoire récente aux États-Unis. On peut parler en général des gouvernements occidentaux, surtout l'Angleterre d'abord, et puis la France, et puis enfin les États-Unis. Le dernier à arriver dans ce jeu, c'est l'Amérique, mais d'une façon très développée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Américains qui se sont servis des gangs de trafiquants, même en France. Par exemple, après la guerre, il y avait la guerre au Vietnam et les États-Unis subventionnaient la France dans la lutte contre les communistes à l'Indochine. Et il y avait un problème que les communistes commandaient le port de Marseille, qui était le port des débarquements pour toutes les armes et ce qu'il fallait pour faire la lutte à l'Indochine.
Et les États-Unis se sont intervenus avec en donnant de l'aide, de l'argent et même peut-être des armes aux gangs trafiquants à Marseille pour lutter contre les ouvriers communistes au port. Et ils ont ouvert le port pour le trafic. C'est un très petit exemple. Un exemple beaucoup plus fondamental, c'était à l'Asie du Sud-Est. Dans la Thaïlande et la Birmanie, le CIA a donné de l'aide, des armes, de l'argent, tout ce qu'il fallait pour créer ou pour recréer une armée pour lutter contre la Chine dans le parti de Yunnan, qui était une partie à ce moment-là non très forcément sous le pouvoir du Pékin, Beijing. Alors, le CIA a approuvé, le gouvernement a approuvé un projet Operation Paper, Opération Papier. C'était pour subventionner une armée dans la Birmanie, mais l'armée aussi a récolté la drogue, c'est-à-dire ils ont commandé la récolte de l'opium en Birmanie pour aussi payer leurs efforts contre la Chine. Et oui, enfin, l'armée était inutile dans la guerre contre la Chine parce que l'armée chinoise était beaucoup plus forte. Mais ça a développé la drogue, l'opium, la récolte d'opium en Birmanie, et ça a payé pour une autre armée paramilitaire développée par le CIA en Thaïlande, qui s'appelait PARU, P-A-R-U, et c'était en principe, en théorie, c'était une partie de la police thaïlandaise, mais en vérité, c'était organisé et dirigé, commandé par des gens du CIA. Et avec cette armée-là, ils ont commencé une guerre de Laos en 1959, qui enfin s'est élargie. Nous avons eu enfin une deuxième guerre de Vietnam dans l'Indochine entière. Et c'était subventionné par la drogue. Le CIA avait dans le Laos une armée de 35 000 personnes, mais c'était une armée secrète. Il ne demandait pas de l'argent du Congrès pour payer cette armée-là, c'était subventionné par la drogue. Et ce sont des exemples pour expliquer ce que je veux dire dans le monde entier. Là où le CIA a voulu avoir une puissance locale, ils ont cherché de l'appui par les forces des trafiquants. Un autre exemple, c'est le Mexique. J'ai un chapitre sur le Mexique. En principe, tout ce que fait le gouvernement des États-Unis, c'est créer une agence similaire au CIA et très liée au CIA. Et le CIA avait des agents là-dedans qui étaient les chefs de la Direction fédérale de sécurité, mais la Direction fédérale de sécurité devenait très forte dans le Mexique à cause de leur lien avec les trafiquants au Mexique. C'est l'origine de la crise actuelle. Au Mexique, près de 1000 personnes enlevées l'année dernière. Chiffre officiel. En réalité, il y en aurait 4 fois plus. La cocaïne arrive d'Amérique du Sud, principalement de Colombie, par 3 routes principales. Ces routes sont contrôlées par des gangs. Ici, on appelle ça des cartels. Cartel de Tijuana, cartel de Sinaloa, du Golfe ou encore cartel de Juárez. In Tijuana's red light district called La Zona Norte,
you can find a sex worker anytime. So it don't matter what you have to do to get your dose. And that includes having unprotected sex or sharing dirty needles. Le massacre est quotidien. Que ce soit cet homme d'une trentaine d'années abattu dans un faubourg ou en plein centre-ville, la guerre de la drogue débarque partout sans prévenir. C'est vraiment une guerre interne, une guerre civile au Mexique maintenant. Et je dis dans mon bouquin que les États-Unis ont une grande partie de la responsabilité pour cette situation, non seulement parce que le marché pour la drogue, c'est dans les États-Unis, mais surtout parce que les États-Unis ont assisté à organiser cette agence, le DFS, la Direction fédérale de sécurité, qui est devenue très puissante à cause de la drogue. Et l'Afghanistan, je pourrais parler pour une heure dans la situation-là. 2 fois, les États-Unis sont intervenus, la première fois secrètement dans les années 1980, mais ils se sont servis de l'aide des trafiquants, un type d'Oubed-Hekmatyar a reçu la plupart de l'aide américaine et est devenu un des plus grands trafiquants de l'opium, mais aussi de l'héroïne dans le monde. Et puis, quand nous sommes rentrés, les États-Unis sont rentrés à l'Afghanistan en 1991. Ils sont entrés avec l'aide des puissances locales qui étaient aussi des trafiquants de drogue. C'est leur façon normale d'entrer. Le problème, c'est une démocratie qui est aussi un empire. Les besoins de l'empire dépassent l'appui qui est donné par la démocratie, c'est-à-dire le Congrès. Alors, ils se servent des autres sources d'appui et le trafic de drogue est le plus facile, le plus présent, c'est très riche et ça a des ressources des gangs militaires dont le CIA se sert. Je veux que Obama a voulu changer, c'est-à-dire il a voulu établir une paix, surtout se retirer des armées américaines de l'Irak et enfin aussi de l'Afghanistan. Mais dans mon bouquin La machine de guerre américaine, je dis que c'est pas, il y a une mentalité à Washington qui est très militariste et c'est très difficile à changer. Et surtout que ce n'est pas les présidents qui choisissent la mentalité à Washington, c'est la mentalité qui choisit les présidents. Et c'est pour ça, dans l'élection de 2008, c'était Obama contre McCain, et tous les deux voulaient lutter en Afghanistan. Tous les deux voulaient concentrer sur la guerre d'Afghanistan. Il n'y avait pas de choix pour le peuple américain dans cette affaire. Mais je crois que Obama a voulu changer. Il a donné un discours au Caire en 2009. Les États-Unis et le monde musulman ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais au contraire partagent des principes communs, des principes de justice, de progrès. Donc il n'y ait aucun doute sur le fait que la situation pour le peuple palestinien est une situation intolérable. Les États-Unis ne vont pas tourner leur dos aux aspirations naturelles et légitimes du peuple palestinien à obtenir une terre. Les peuples du monde entier peuvent vivre ensemble dans la paix. Nous savons que c'est la vision de Dieu.
Et maintenant, nous devons travailler à cela ici sur Terre. Merci à tous et que la paix de Dieu soit avec vous. Qui était un bon discours, je pensais. Mais franchement, je ne vois pas beaucoup de changements. Je crois que le support pour Israël d'Obama est très proche à l'appui qu'a donné Bush avant. Et oui, il voudrait voir une Amérique plus autonome dans l'énergie, mais il comptait sur l'énergie nucléaire. Et après la crise au Japon, Fukushima, ce sera très difficile de rétablir une industrie nucléaire aux États-Unis. Et oui, les mots sont différents, mais je ne vois pas franchement un grand changement dans la politique actuelle. Et on verra, je crois, dans les semaines prochaines, une épreuve de cela, parce qu'il y aura peut-être des débats encore de possibilités de paix entre Israël et Palestine. Et je crois que la position américaine sera à peu près la même, de mon point de vue. Ah, je crois que entre les possibilités, je crois que Hagel était peut-être le meilleur. J'aurais aimé voir beaucoup plus de débats au cas de Brennan pour le CIA, parce que Brennan est responsable pour l'emploi des drones et on peut dire, Obama, bravo, il a terminé la torture, bravo, bravo. Maintenant, nous ne torturons pas des gens, nous les tuons. Et ce n'est pas vraiment un progrès de ce que je vois. Et alors, j'accepte que Hagel, je ne m'intéresse pas tellement parce que je crois que la politique à Washington n'est pas tellement déterminée par des individus. C'est une machine, comme j'ai dit. Et la machine a sa propre momentum. C'est très difficile à changer. Et ce que j'aimerais bien voir, que le CIA se retire des opérations et de s'occuper de l'intelligence. Si on est un service opération, il y aura toujours de mauvaises intelligences, un contrôle de l'intelligence pour supporter des opérations. Nous avons vu ça et c'est responsable, par exemple, pour la guerre d'Irak, qui était basée sur une fausse intelligence pour supporter des opérations. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Je voudrais changer ça je voudrais voir un type qui n'est pas comme Brennan, un type des opérations, mais un type d'intelligence. Mais c'est quelque chose qu'on ne verra pas, je crois. C'est possible. J'ai jeté un coup d'œil là-dessus. Je vois bien qu'il y a des problèmes à résoudre. Ce qui est vraiment passé, il y a une rumeur qu'il y avait une deuxième fusilleur, etc. Je dois dire qu'il y a toujours des problèmes avec un événement aussi choquant comme le fusillade de Newtown. Et tout ce que je suis prêt à dire en ce moment, qu'il faut vraiment l'étudier. Moi, je n'ai pas étudié très profondément parce que je suis en train de terminer un troisième bouquin. Mais franchement, je m'en doute. Je crois que
beaucoup du bruit qui a été créé pour douter la version officielle. Ça provient le lobby des armes de la NRA, le lobby pour les armes. Et tout ce que je pourrais dire que c'est possible. J'aimerais voir plus de détails, mais je ne suis pas prêt à dire que c'est un produit de l'État profond. Pas à ce moment, non. Pas moi personnellement. COG. Le titre provisoire, c'est le Doomsday Project. Doomsday, c'est le jour de jugement dernier. Doomsday, c'est un seul mot en anglais. C'était le nom choisi par le Pentagone pour le projet de COG. Quelques parties de ce bouquin dernier sont déjà sur l'Internet. J'ai un website, un site électronique, peut-être vous pouvez ajouter que si on veut voir en anglais ce que j'ai écrit, on peut le voir là. Et je crois même que quelques parties de mon prochain bouquin sont déjà traduites en français par mon copain Maxime Cher, qui a travaillé tellement sur cette question. Oui, c'est très difficile. J'ai parlé de la révolution américaine et aussi de changement très évident en Pologne dans les années 1980. Je crois qu'il faut créer un mouvement non violent, populaire, et ça ne se crée pas tout de suite. Il faut d'abord créer une opinion solide, civile. Non seulement, j'irai plus loin, j'ai pensé aux États-Unis quand j'ai écrit mon bouquin, mais maintenant, quand je vous parle, je vais dire qu'il faut créer une opinion internationale, solide, civile. Ça prendra des années. On ne verra pas une solution subite parce que c'est une situation très grave dans laquelle nous nous trouvons. Et John Adams, quand il a parlé de la révolution américaine, il a dit que la révolution n'était pas la guerre contre les Anglais, ça c'était la fin d'un processus qui a duré, je crois qu'il a dit 25 ans, 15 ans, 25 ans, pour créer l'opinion de la nécessité de changement. Je crois, et dans la Pologne, il y avait quelque chose de très similaire. On a dit là qu'il fallut d'abord créer l'opinion et enfin créer le mouvement qui pouvait, c'était extraordinaire, qui pouvait pousser une armée soviétique hors du pays. C'était un vrai miracle. Et ce sont des exemples qui m'inspirent pour pouvoir faire les mêmes changements. Mais je crois que ce n'est pas un changement d'un seul pays, c'est un changement de maintes pays, les pays d'Europe d'abord, peut-être, je ne sais pas où, mais c'est pour ça que j'écris des bouquins et je cherche à créer des liens avec des gens dans des autres pays. L'idée de la démocratie, c'est qu'il y a une opinion publique qui peut contrôler l'exercice du pouvoir dans le pays. La grande faiblesse aux États-Unis, que c'est vraiment, il n'y a jamais eu une opinion publique nationale. Jamais, jamais, parce que d'abord, il y avait 13 États qui ont créé une union et leur
leurs opinions étaient très différentes. C'est arrivé enfin à une guerre civile aux États-Unis, très profonde, un désastre. Et les résultats de cette guerre civile existent toujours dans notre pays. Nous sommes encore divisés. Et la France, c'est un peu différente. Votre problème, tel que je le vois, c'est que maintenant, vous aussi, vous avez eu une révolution et ça a laissé deux partis qui luttaient encore avec la crise Dreyfus, etc. Mais je crois que le grand problème maintenant en France et sur lequel vous travaillez, vous autres, c'est qu'il y a des grandes immigrations de minorités qui sont très mal intégrées dans le pays entier. Et ce sera difficile de créer une opinion publique qui rejoint ces deux populations, mais c'est un travail nécessaire et c'est un travail qui serait, je crois, assisté par des travaux parallèles dans tous les pays. C'est-à-dire, votre problème avec les minorités, c'est un problème en Allemagne, même en Norvège, partout. Et il faut travailler et le résoudre ensemble. Ce que me donne de l'espoir, c'est des événements comme cette interview, par exemple, que maintenant, nous pouvons parler directement citoyen à citoyen d'un pays à un autre. Et nous avons l'Internet qui aussi assiste à cela. Et c'est vrai aussi que les gouvernements contrôlent l'Internet et je prévois que peut-être dans l'avenir, il y aura une crise où l'opinion sur l'Internet sera opposée par le gouvernement et à ce moment-là, nous verrons si vraiment nous existons dans une démocratie ou dans une espèce de dictature cachée. Mais pour le moment, nous sommes libres à faire ce que nous faisons et je crois que votre travail est très important et j'espère que mon travail aussi peut assister un peu à créer l'espèce d'opinion civile dont je parle.